je voudrais d'abord souhaiter un bon anniversaire à l'équipe des archives qui sont présents là. Et je leur dois beaucoup. Et puis, je suis un vieux client des archives. Les archives ont 100 ans, puis moi, ça fait un demi-siècle que j'y vais. Et au début, c'était à l'hôtel de ville. Ah, c'était impressionnant, là. Puis moi, j'étais tout nouveau dans le métier. Aller à l'hôtel de ville, consulter des documents. Ça, c'était avant Internet. C'était avant... Fait que l'histoire, elle était dans les vieux papiers. L'histoire, elle était dans les vieux livres. Et tout m'intéressait. Et puis, une fois, j'avais fait rire l'archiviste, qui était M. Laflamme. Et il m'avait dit, il voulait me donner un coup de main. Il dit, vous travaillez sur quoi présentement? J'ai dit, je travaille sur l'histoire de la ville de Québec. Il m'a dit, vous ne pourriez pas être plus précis, là. Je pourrais peut-être vous aider. Alors, mais tout m'intéressait. Tout m'intéressait. Et tout d'un coup, on a entendu dire que quand la nouvelle bibliothèque ouvrirait, à l'époque, on ne disait pas la bibliothèque Gabriel-Leroy. On disait la bibliothèque centrale. Quand on a entendu parler qu'il y avait la nouvelle bibliothèque centrale en 1983, là, on a dit, les archives vont quitter l'hôtel de ville pour la bibliothèque Gabriel-Leroy. Alors, j'ai suivi. Alors, je me suis emmené moi aussi à Gabriel-Leroy consulter les archives. Et là, l'atmosphère, elle était différente. Parce que quand on allait aux archives à l'hôtel de ville, les archivistes étaient d'abord et avant tout au service de l'administration publique. Ils voulaient bien nous aider. Ils voulaient bien nous aider. Mais on le voyait qu'ils étaient d'abord au service des fonctionnaires. Mais quand il y a eu le déménagement, là, la philosophie était différente, totalement différente. Et là, les archives étaient maintenant à la portée de tous les citoyens et de tous les historiens. Et à l'époque, c'est Mme Noël qui a fait la transition, et elle l'a très bien fait. Et puis, on est arrivé dans tout était moderne, tout était nouveau. Et ils ont, pendant plusieurs années, ils ont mis beaucoup d'efforts à préparer des instruments de travail. Tout plein de petits catalogues, là, tout plein de petits répertoires, des fonds. Parce qu'ils avaient des trésors, mais on y avait difficilement accès. Alors, avec les instruments de travail, on a pu trouver beaucoup d'informations, beaucoup. Alors, c'est ce qui nourrit le travail des historiens. On m'a demandé ce soir de vous parler de manger à Québec au 19e et au 20e siècle, mais à l'extérieur de nos maisons. Donc, quand on allait à l'auberge, à l'hôtel, au restaurant. Alors, je vais vous emmener avec moi. Remontons d'abord à la Nouvelle-France. En Nouvelle-France, le mot restaurant n'existe même pas. En Nouvelle-France, on va à l'auberge. Et puis, le tout premier auberge qu'on connaît, c'est l'auberge de Jacques Boisdon, qui était dans la côte de la Fabrique, et qui avait un nom prédestiné d'ailleurs, Jacques Boisdon. Et il a eu son permis en 1648 du gouverneur M. de Coulonges. Il lui a donné son permis. Et puis, il y avait deux conditions. Condition, premièrement, il devait fermer à l'heure des messes, parce qu'il n'était pas très loin de la cathédrale. Deuxième condition, il devait, en hiver, lorsqu'il faisait très froid, ouvrir ses portes à tous les passants. Donc, pour aller se réchauffer, là. Donc, ça faisait partie des deux conditions de l'ouverture de son commerce. L'auberge de Jacques Boisdon, le lieu est aujourd'hui occupé par le magasin Salmons, qui d'ailleurs lui ont rendu hommage. Quand on rentre dans le magasin Salmons, il y a une belle fresque murale où ils ont reproduit l'intérieur de l'auberge de Jacques Boisdon. Et en plus, il y a une plaque à l'extérieur, parce que le magasin Salmons, il y a au moins 4 entrées. Sur l'une des entrées, il y a une plaque en l'honneur de Jacques Boisdon. Donc, c'est le tout premier, 1648. Alors, lors des fêtes de la Nouvelle-France, ils se sont souvent amusés à le recréer. Lors des fêtes de la Nouvelle-France, on a souvent le kiosque, le petit bar de Jacques Boisdon. Alors, et les auberges, voyez-vous, M. Boisdon est à la cour de la Fabrique, mais la plupart vont être près du fleuve. Rue Saint-Pierre, rue Saut-au-Matelot. En Nouvelle-France, il n'y a pas de touristes. Il y a des voyageurs.
Il y a des voyageurs parce que Québec était la capitale de la Nouvelle-France. Alors, on venait d'un peu partout de la Nouvelle-France pour faire des affaires. Donc, il y avait des auberges où on pouvait dormir, si on trouvait le moyen de dormir, parce que c'était bruyant. Peut-être certains d'entre vous se rappellent de la série d'Iberville. Et dans la série d'Iberville, on voyait d'Iberville Albert Muller là, et tout son monde dans les auberges de Québec, qui trinquaient dans les auberges. Et on pouvait y prendre des repas, mais tous les repas étaient bouillis. Parce que, à l'époque, c'est dans l'âtre, hein, la marmite est dans l'âtre, tenue par la crémaillère. Alors, ce sont des viandes bouillies. On mange du bouilli à l'époque de la Nouvelle-France. À l'occasion, on peut avoir du poulet rôti, mais ça prenait une grille, mais c'était moins commun. Alors, puis arrive la conquête de 1759. Arrivent les Anglais. Les auberges vont se perpétuer, mais les Anglais vont ouvrir un premier hôtel. En 1804, ils ouvrent un premier hôtel, l'hôtel Union, à la place d'Armes. Aujourd'hui, c'est la maison du tourisme qui est là. Donc, c'est le premier hôtel 1804 où là, on pouvait prendre un repas. Le premier restaurant, on peut dire, qu'ils n'appelaient pas encore des restaurants, mais qu'ils appelaient à l'époque des cafés ou des coffee houses. Le tout premier, c'était en 1806, dans la maison Chevalier. Le London Coffee House, ouvert en 1806. Et la même année, un petit peu plus loin, on a ouvert le Belfast Coffee House. Donc, on a la capitale d'Angleterre, puis on a une ville d'Irlande. Là. Donc, on voit un peu que pouvait être leur clientèle. Donc, on peut dire nos premiers restaurants. Et là, on commençait à avoir des poêles en fonte. On commençait à avoir des fourneaux. Alors, ça va modifier la cuisine. Alors, arrive la cuisine anglaise, qui était plus simple que la cuisine française. Dans la cuisine anglaise, on me disait qu'en plus de la viande, là, puis des légumes, tout ce qu'on avait besoin pour faire un bon repas, c'était du poivre, du clou de girofle, muscade, puis de la cannelle. Et les Anglais disaient, c'est tout ce qu'on a besoin. Les Français, la liste était beaucoup plus longue. Alors, et puis, donc, 1806, l'ouverture du London Coffee House. Une auberge très connue pendant très longtemps, c'est le Neptune Inn, qui était en bas de la cour de la montagne, au coin du côté droit, là, on voit la rue Saute-au-Matelot. Parce que la cour de la montagne, elle se rend jusqu'à la rue des Louisiers. Donc, c'était en bas de la cour de la montagne, coin rue Saute-au-Matelot. Le Neptune Inn, fondé en 1809 par William Harrow Smith. Québec était un port-le-mer. Québec était un port-le-mer à l'époque. C'était le rendez-vous des marins, le rendez-vous des matelots, le rendez-vous des capitaines de navires. Ils se rencontraient au Neptune Inn. D'ailleurs, le dieu Neptune, c'est le dieu de la mer. Et vous voyez dans le haut, dans le fronton de la façade, une statue de Neptune. C'est la deuxième statue de Neptune. La première statue de Neptune qu'ils ont installée en 1809, elle venait d'un navire qui s'appelait le Neptune, qui avait fait naufrage dans le golfe du Saint-Laurent. Mais à la longue, c'était une figure de proue, et à la longue, elle avait pourri. Et on en a commandé une deuxième au grand sculpteur Louis Jobin. Et c'est le Neptune qu'on voit ici. Le Neptune avec son trident, ce qui va inspirer plus tard quand ils ont fondé le théâtre du Trident. Là. Ils ont été inspirés par ce côté maritime de Québec, et ce dieu Neptune. Cette statue de Louis Jobin existe encore. Elle est conservée dans les réserves du Musée national des beaux-arts du Québec. Et on raconte, des historiens ont raconté, des témoins ont raconté, qu'on entendait raconter des histoires terribles au Neptune Inn. Parce que les marins, là, ils en racontaient, là, de quoi se dresser, avoir les cheveux dressés sur la tête. Là. Ils racontaient des histoires pour nous faire peur. Là, ils avaient fait le tour du monde, et souvent, sur des navires fabriqués à Québec. Parce qu'à Québec, on fabriquait de grands voiliers qui étaient
très réputé et qui parcourait le monde entier, eh bien, il fallait se rendre au Neptune Inn pour entendre raconter les aventures de ses marins et de ses capitaines. Le Neptune Inn, l'édifice a brûlé en 1923. Le tout dernier propriétaire, vers 1890, lui avait donné un nouvel élan, M. Tom Levalet, lui avait donné un nouvel élan, mais en 1923, ce fut la fin du Neptune Inn et la fin de toute une époque. L'Hôtel Saint-Louis. Dans les guides, les premiers guides touristiques, comme le guide Baedeker, parce qu'avant les guides Michelin, il y a eu les guides Baedeker. On disait, si vous allez à Québec, là, vous voulez prendre des repas, là, mangez à l'hôtel. Prenez pas trop de risques dans les restaurants. À l'hôtel, ou dans votre maison de pension, là, vous aurez des bons repas. Et le premier grand hôtel de Québec, c'est l'hôtel Saint-Louis. Rue Saint-Louis, coin Côte-Alderman. Peut-être que vous reconnaissez le coin gauche, le coin de ce qu'on appelait le consulat de France. Ce qu'on appelait le consulat de France. Aujourd'hui, c'est un genre de petit hôtel qui est là. Et donc, l'hôtel Saint-Louis, 1852. Mais au début, il n'y avait pas cette allure. C'est qu'on l'a agrandi. Et à compter de 1800, on commence à avoir des touristes à l'époque. Depuis les années 1830, 1840, ils arrivent sur des navires à vapeur. Mais le grand tournant pour le tourisme, c'est 1854. Parce qu'en 1854, c'est l'arrivée du train. Pas à Québec, parce qu'on n'avait pas de pont, mais à Lévis. Donc, le train arrive à Lévis, là, les touristes prennent le traversier et viennent visiter Québec. Et Lévis est relié non seulement à Montréal, mais Lévis est relié aux États-Unis. Et c'est le début de l'arrivée des touristes américains. Et ce qui fait que nos hôtels, pour ce qui regarde les repas, tout cela, nos hôtels vont s'adapter, ils appelaient ça au plan américain. Ils disent ça souvent dans leur publicité. On fonctionne selon le modèle américain et non pas le modèle européen. C'est-à-dire que dans nos hôtels, comme l'hôtel Saint-Louis, qui avait une très bonne salle à manger, bien, le repas du soir, il ne débutait pas à 20 heures. On n'était pas à Paris. On a dû s'adapter à notre clientèle américaine. Alors, maintenant, l'enfance, et puis adopter les termes américains, c'est-à-dire le déjeuner le matin, le dîner le midi, puis le souper. Au souper, là. Donc, nos restaurants, nos salles à manger vont fonctionner à l'américaine. Et puis, ils vont offrir un menu à l'américaine. Alors, il a fallu s'adapter à cette clientèle. Et l'hôtel Saint-Louis, pendant longtemps, c'est le grand hôtel de Québec, jusqu'à la construction du Frontenac. Et prenez comme en 1864. Un des grands banquets qu'on a eu à Québec, c'est en 1864, quand les pères de la Confédération se sont réunis à Québec pour décider de la Confédération au Parlement. Mais ils ont fait plusieurs soirées et un grand banquet à l'hôtel Saint-Louis. Et puis, on raconte à l'époque que, parce qu'il y avait des hommes politiques qui venaient du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'Ontario, donc ils étaient tous réunis à Québec, et on raconte qu'ils se disaient entre eux, si vous voulez trouver John A. Macdonald, là, allez donc voir à la buvette de l'hôtel. Parce que John A. Macdonald, il se tenait au bar de l'hôtel Saint-Louis. Alors, on a malheureusement, pour des vieux édifices, des vieux hôtels, c'est très rare qu'on ait des photographies d'intérieur. On n'avait pas l'équipement pour photographier dans les intérieurs, alors c'est très rare qu'on en a. Très souvent, c'est plutôt des vues extérieures. L'hôtel Saint-Louis a été démoli en 1965 et a été remplacé aujourd'hui par un édifice à condos qu'on appelle les Maisons de Beaucourt, qui fait le coin, là. Et donc, notre hôtel Saint-Louis. Les premiers ministres ont résidé à l'hôtel Saint-Louis, comme Louis-Olivier Taillon, Félix-Gabriel Marchand. Donc, il y a des premiers ministres qui ont, avant l'ouverture du Frontenac, les premiers ministres résidaient, durant la session parlementaire, résidaient à l'hôtel Saint-Louis. Et puis, il y avait aussi des résidents permanents. Dans les hôtels, à l'époque, il y avait des gens qui vivaient à l'hôtel. Donc, ils prenaient tout leur repas à la salle à manger de l'hôtel. Château Frontenac.
1893. En 1879, le train du Canadien Pacifique arrive à Québec, par la rive nord. On n'a pas de pont encore, mais il va arriver par la rive nord, de Montréal par la rive nord. Et le Canadien Pacifique va décider de se construire un grand hôtel à Québec, le Château Frontenac. Ils ont d'abord voulu appeler l'hôtel Forteresse, mais M. Casgrain de Québec leur a dit hôtel Forteresse, ça ne veut rien dire. Pourquoi pas rendre hommage à Frontenac? Alors, ils l'ont appelé Château Frontenac. Et là, les premiers ministres, au lieu de résider à l'hôtel Saint-Louis, ils vont aller au Frontenac. Les touristes, au lieu de prendre leur repas dans la salle à manger de l'hôtel Saint-Louis, vont aller au Château Frontenac. Donc, il y a un déplacement vers le Château Frontenac. Et le Château Frontenac avait, entre autres, une très belle salle à manger que nous allons voir. Ah, je lis du premier coup. Donc, alors, la salle à manger du Château Frontenac. Le Château Frontenac, à son ouverture, a fait venir d'Angleterre 15 serveurs, 15 waiters qu'on appelait, qui travaillaient à l'anglaise, qui savaient bien servir aux tables, et puis qu'on va copier ailleurs. On va les copier ailleurs, souvent. Toujours bien habillés, un service discret, un service... Parce qu'auparavant, les serveurs, se promenaient avec des grands tabliers blancs. Puis, alors là, le service va être différent avec la salle à manger, où il y aura beaucoup de banquets, beaucoup de réceptions, beaucoup au cours des années, et qui demeure encore un des lieux de rencontre les plus importants de Québec. On se rappelle du bal de la Reine, ainsi de suite. Donc, beaucoup d'événements. Et puis, voyez-vous, regardez en arrière-plan, là, on voit les serveurs du Frontenac, là, bien habillés dans leur costume, et puis, combien de réceptions, combien de dîners dansants, combien de soirées ballroom, combien... Alors, tout cela se tenait donc au Château Frontenac. Et le Château Frontenac avait sa salle à manger, mais peu à peu, ils ont ouvert d'autres lieux où on pouvait se nourrir dans l'hôtel, en plus du bar du capitaine. Et en 1974, ils ont ouvert un restaurant qui a connu beaucoup de succès, le Champlain. Le Champlain, au Château Frontenac, a connu beaucoup de succès. Alors, des grandes réceptions au Frontenac, des grands... mais quel type de menu on va adapter au Frontenac? Quel type de... Eh bien, on va souvent miser sur des menus à la française. Ben, Château Frontenac, hein, le nom. Alors, donc, les chefs vont faire souvent un effort pour miser sur des menus à la française. Alors que les hôtels de Québec, comme l'hôtel Saint-Louis, l'hôtel Victoria, les autres hôtels, souvent, étaient arrivés, ils étaient dans le menu à l'américaine. Alors qu'au Frontenac, ils vont faire un effort. Alors, il rappelait le nom du plus grand gouverneur de la Nouvelle-France, et qui était reconnu pour avoir une bonne table au Château Saint-Louis. Château Saint-Louis qui était tout près, où est la terrasse du frein. Là. Donc, ils vont faire un effort à ce niveau-là. Et puis, ils vont avoir des grands chefs. Un de leurs plus grands chefs, qui va être le plus renommé, c'est M. Jean Soulard, qui va entrer en emploi en 1993 du Château Frontenac. Tout le monde n'avait pas le moyen d'aller à l'hôtel. Alors, il y a des restaurants qui vont être très différents. On n'allait pas, premièrement, on n'allait pas au restaurant pour rien, autrefois. On allait au restaurant parce qu'on se déplaçait, parce qu'on était loin de la maison. Et parmi ceux qui étaient loin de la maison, qui avaient besoin d'aller prendre un repas quelque part, il y avait les gens qui venaient sur les marchés de Québec. Alors, entre autres, le marché Champlain, le marché Feneley. Donc, ils venaient très nombreux des campagnes. Alors là, ils allaient prendre un repas le plus près possible. Et ce qui fait à l'hôtel Brochu, ici, au taverne de Brochu, on servait des repas. Et dans d'autres petits hôtels voisins. Mais c'est des repas, disons, populaires. D'ailleurs, dans le journal Le Soleil, au début des années 1900, on en parle, puis on parle de ces endroits-là pour aller prendre des repas, puis on appelle ça des gargotes. Ça en dit déjà beaucoup, là. Où on vous servait des fèves au lard. On vous servait de la viande de porc. On vous servait donc... Mais ils avaient leur clientèle. Alors, l'hôtel Brochu, il existe encore,
Mais l'édifice a été restauré quand on a fait les grands travaux de Place Royale. Aujourd'hui, il y a des terrasses. Là. Durant l'été, il y a des terrasses. Il y a eu, entre autres, longtemps, on y vendait du spaghetti, ainsi de suite. Là. On est vis-à-vis la traverse de Lévis. Là. Comme ici, la taverne de M. Roy, G.H. Roy. Alors, oui, on mangeait dans les tavernes autrefois. C'est un peu étonnant, mais on voit ça dans les anciennes publicités. Mais c'est très simple. Là. Il y avait un menu par jour. Mais si on avait un peu moins faim, il y avait toujours sur le comptoir un pot d'œufs dans le vinaigre ou des langues de porc dans le vinaigre. Puis il vous fournissait le cure-dent. Alors donc, mais on y servait des repas. Et par après, ils vont arrêter de faire cela. Mais à une certaine époque, c'est parce qu'il y avait un manque de restaurants. Alors les tavernes suppliaient. Et c'était des tavernes qui fonctionnaient à l'anglaise. Parce qu'ils faisaient ça. Le mot taverne à Québec, on ne le connaissait pas en Nouvelle-France. Le mot taverne, il nous est venu avec les Anglais. Alors, donc, on fonctionnait comme les tavernes en Angleterre. Donc, on y servait des repas, on y servait de... Et puis, il va y avoir un grand tournant pour les tavernes de Québec en 1972, lorsqu'on a permis les brasseries mixtes. Et les tavernes qui étaient uniquement réservées, uniquement masculines, ont dû devenir mixtes. Alors là, c'était le début du déclin des tavernes. Parce que, comme disaient des piliers de bar, ils disaient, les femmes n'entrent pas dans les tavernes, mais on y parle constamment des femmes. Donc, et puis, parmi les tavernes qui ont survécu, comme la taverne Jodion, qui date de 1933, mais elle a beaucoup plus l'allure d'une brasserie que d'une taverne, de ce qu'on avait autrefois. Et puis la fin des tavernes, là, il y a comme un symbole. Une des tavernes qui a tenu le coup longtemps, c'est la taverne coloniale, qui était sur la rue Saint-Jean et qui, tout d'un coup, est devenue le pub Saint-Alexandre, en 1988. Là, on suivait encore les Anglais. Là, on passait des tavernes au pub. Parce que là, ça aussi, la coutume nous est venue des Anglais. Et puis, le dernier grand tavernier de Québec, c'était M. Pat Mercier, et qui était sur la rue Dorchester, et qui a fermé sa taverne Dorchester en 2006. Là. Alors, c'est la fin de l'époque des tavernes. Puis, il y avait une autre clientèle qui avait besoin de restaurants, les hommes d'affaires. Les gens d'affaires qui travaillaient, entre autres, rue Saint-Pierre. Parce que c'est rue Saint-Pierre qu'on trouvait les banques, les compagnies d'assurance. C'est rue Saint-Pierre. Alors, ces gens-là avaient besoin, ils voulaient aller dîner quelque part, mais aussi parler d'affaires. Alors, ils sont apparus rue Saint-Pierre et rue Saint-Matelot dans les années 1840, 1850, ce qu'on appelait les businessmen lunch. Donc, le repas principal, c'était le midi. Et puis, les noms étaient révélateurs. Il y en a un qui s'appelait le mercantile. Il y en a un autre qui s'appelait le commercial. Il y en a un autre. Et puis, il y a un monsieur Boisvert, là, qui pendant 60 ans a eu des restaurants. Et puis un monsieur Savard, William Savard. Donc, une grande tradition de restaurants sur la rue Saint-Pierre. Et puis, il y avait le café Pierrot aussi, rue Saint-Pierre. Donc, c'est pour le dîner. C'est un dîner souvent qui mise beaucoup sur les viandes de bœuf, alors que les gargotes, on y servait surtout du porc. Dans les businessmen, eux, pouvaient manger plutôt du bœuf, qui était une viande plus dispendieuse un peu. Et puis, il y en a toute une série de ces restaurants-là. Une des meilleures façons de trouver les restaurants d'autrefois, parce que c'est en allant dans les annuaires. D'ailleurs, au Archives de la Ville, il y a une belle collection des annuaires de la Ville de Québec. On a des annuaires de la Ville de Québec depuis 1790, là, année par année, avec toutes les listes d'habitants, toutes les listes de commerçants, toutes les listes de restaurants. Et on y voit là-dedans, entre autres, que sur la rue Saint-Pierre, dans les années 1880-90, il y a beaucoup de restaurants. Beaucoup de restaurants. Et puis, parfois, sans demander la permission, ils volaient les noms des restaurants de New York. Parce qu'on voit ça rue Saint-Pierre, le Delmonico. Le Delmonico, il avait été fondé en 1823 à New York. C'est un célèbre restaurant de New York. Le Waldorf. Le
l'Astoria. On se croirait à New York. Et c'est probablement pour ça qu'on disait que la rue Saint-Pierre, qu'elle était la Wall Street de Québec, là. Donc, les businessmen... Et vous savez que les restaurants du Vieux-Québec, souvent, sur l'heure du midi, on a un bon repas et un prix relativement raisonnable comparé au souper. Ça, c'est la vieille tradition du dîner du businessman qui se perpétue encore un peu dans beaucoup de restaurants du Vieux-Québec. Puis la rue Saint-Joseph. La rue Saint-Joseph, avec l'arrivée du tramway électrique en 1897, eh bien, la rue Saint-Joseph devient une très grande rue commerciale, avec ses grands magasins comme le Paquette, Syndicat, La Liberté et d'autres. Alors, il y a beaucoup de gens à rue Saint-Joseph. Alors, vont apparaître des restaurants, plusieurs restaurants sur la rue Saint-Joseph. Donc, voyez-vous, au début, les restaurants, c'est tout le temps pour des gens qui se déplacent. Et parmi les restaurants connus, il va y avoir le Joe de Varennes. Et voyez-vous le serveur avec son tablier blanc, là, comme dans beaucoup de restaurants de l'époque, là, le restaurant Joe de Varennes, et puis rue Saint-Joseph. Alors, ils vont apparaître toute une série de restaurants, mais ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir à compter de 1915, avec l'arrivée du Walworth. Walworth s'installe rue Saint-Joseph en 1915, il ouvre un comptoir lunch. Alors, les Paquettes ont vu cela, ils en ont ouvert un. La Liberté en a ouvert un. Alors, puis ils ont ouvert des cafétérias. Ce qui fait que les restaurants ont perdu leur clientèle. Maintenant, on allait magasiner et on prenait notre repas dans le magasin. Vous vous rappelez de ces grands comptoirs lunch là, qui ont tous disparu. Puis ils vont se faire jouer un tour aussi par les pharmacies. La pharmacie Brunet, fondée en 1855, elle ouvre son comptoir lunch. Puis il y a d'autres pharmacies qui vont le copier à Québec, là. Entre autres, la pharmacie Demers au coin de Belvedere et d'autres. Ils vont avoir leur comptoir lunch. Et ce qui fait que quand Charles Trenet va venir à Québec, Charles Trenet à Québec en 1949-1950, il n'en revient pas. Il rentre dans les pharmacies, il va à des comptoirs lunch. D'ailleurs, il y a une de ses compositions qui est dans les pharmacies du Canada, qu'on peut y manger de tout dans les pharmacies du Canada, parce que ça, il n'avait jamais vu cela, il n'avait jamais vu ça en France, là. Ça, c'est une coutume qui nous venait des États-Unis. Alors, et je crois qu'un des derniers comptoirs lunch de pharmacie qui a fermé, c'est au coin de Belvedere et René Lévesque, où il y avait encore son comptoir lunch au coin, là. Donc, pauvre M. de Varennes, mais heureusement qu'il était aussi vendeur d'automobiles. Alors, il y avait un autre, l'automobile arrivait aussi, donc il avait un autre revenu. Au début des années 1900, jusqu'en 1900, nos restaurants de Québec sont sous la direction de Canadiens français, puis de Canadiens anglais nouvellement installés. À compter des années 1900, 1902, 3, 4, on voit arriver les Grecs, les restaurateurs grecs, et qui vont ouvrir plusieurs restaurants, dont, entre autres, en 1919, le Café Buade, qui va ouvert par M. Frank Gledis, qui va ouvrir le Café Buade en 1919, et puis qui au début s'appelait le New World Café, le Café du Nouveau Monde, et qui en 1951 est devenu le Café Buade. Mais à la même époque, on avait ouvert rue Saint-Jean le Café Belmont, le Café Manhattan, le Café... Tous des Grecs. Et puis au Parlement, en 1917, ils ont ouvert un restaurant au Parlement. Ils l'ont appelé le Café du Parlement. Donc à l'époque, un restaurant, c'est un café. Ça, c'est une coutume qui nous venait de Paris, ça, d'appeler un restaurant un café. Et le Café Buade perpétue cette tradition. Café Buade qui a fêté son 100e anniversaire en 2019, et je me rappelle que Yves Beauregard avait fait un article là-dessus, racontant la longue histoire du Café Buade. Et du côté gauche, l'édifice avec une tourelle, c'est le Chronicle Télégraphe, ça. Le journal Chronicle Télégraphe, quotidien anglais, s'était construit ce magnifique édifice en 1907, qu'on appelait un palais de la presse.
M. Frank Carrel. On a une rue Frank Carrel, d'ailleurs, à Québec, qui était le propriétaire du Chronicle. Ici, on est rendu... Oui, M. Tracasse. M. Tracasse va ouvrir un restaurant, lui, rue Sainte-Anne, un autre grec, 1929. Georges Tracasse va être très important. Il a ouvert d'abord rue Sainte-Anne, puis il va le déplacer face à la place d'Armes quelques années après. Là. Et donc, 1929, et M. Tracasse était un innovateur à bien des égards. Et il est mort en 1950. Il était président de la communauté grecque. Les restaurateurs grecs étaient tellement nombreux à Québec qu'ils avaient leur église, qui existe encore d'ailleurs, qui est sur le boulevard René-Lévesque. Ils ont leur temple grec orthodoxe. Le restaurant Laurentien. Le restaurant Laurentien, lui aussi, 1944, c'est aussi des Grecs. Mais, c'est des restaurants grecs, mais on n'y vendait pas de mets grecs. On n'y vendait pas de mets grecs. Eux, ils étaient un peu caméléons. Les restaurateurs grecs allaient d'une ville à l'autre et ils s'adaptaient à la demande. Et ils savaient que des mets grecs, ça pouvait nous faire peur. Alors, ils vont commencer à vendre des mets grecs beaucoup plus tard, dans les années 1970, entre autres avec les Mykonos. Mais avant, ils ne vendent pas de mets grecs. Au contraire, ils vendent des mets italiens. Alors, ils vont nous emmener les mets italiens. Et puis longtemps, et certains d'entre vous se rappellent peut-être que dans la vitrine du restaurant Laurentien, on voyait, il fabriquait les pizzas dans la vitrine. Là. Il tournait sa pâte dans la vitrine. Là. Alors, c'est ce qui attirait les clients. Alors, le restaurant Laurentien, 1944. Le restaurant, il y en a qui se rappellent peut-être du restaurant Diana, 1945, qui est dans le Faubourg Saint-Jean. Lui aussi, par des Grecs. Alors, ils ont été très nombreux, alors, et puis très présents très longtemps. Ils le sont encore, entre autres pour les casas grecs, au vieux du Luth, sont encore présents. Ils sont de bons administrateurs, le restaurant. Parce que les restaurants, la marge de profit, elle est tellement petite qu'il faut, avant d'avoir des talents de cuisinier, il faut avoir des talents d'administrateur pour tenir bon. Parce qu'on a calculé, et l'évaluation, à mon avis, elle est modeste. On a calculé que depuis les débuts, il y a eu dans la ville de Québec 2000 restaurants. 2000 restaurants, et la très grande majorité n'ont pas duré 10 ans. Là. Il y a eu au moins 2000 restaurants. Depuis la pandémie, il y a moins de fondations. Là. Mais avant la pandémie, on voyait apparaître beaucoup de restaurants par année. Et vous êtes comme moi, on se promène dans la ville et on dit, tiens, tel restaurant est fermé. Ah, je n'étais pas au courant, il était fermé. Donc, il y a un roulement incroyable dans le monde des restaurants. Le restaurant L'Esplanade, un autre restaurant grec, qui s'est d'abord appelé l'Olympia, ce qui fait grec, là. L'Olympia, fondé en 1920 lui, par Tom Adamakos. Alors, et puis, plus tard, en 1958, c'est devenu l'Esplanade. Rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, peut-être il y en a qui s'en rappellent de l'Esplanade. Et qui, par la famille Théanaz. Eh bien, on se rendait à l'Esplanade, comme on se rendait au Laurentien, et on nous servait des club sandwiches, on nous servait des hot chicken, on nous servait de la pizza, on nous servait de tout, sauf les mets grecs. Alors donc, mais c'était des bons restaurateurs, et c'était connu ça à Québec, ça. Ça, on le savait à Québec, que les Grecs avaient beaucoup de restaurants. Là, on est rendu au Kérélu. Alors, mais les Français vont avoir leur revanche, là. C'est bien beau, les Grecs, là. Mais là, les Français vont arriver. Et en 1925, il y a un tournant, en 1925, avec l'arrivée de M. Kérélu, Joseph Kérélu. M. Kérélu est arrivé d'abord à Montréal, c'est un Breton. Pâtissier, cuisinier. Il est arrivé en 1906 à Montréal. Il a ouvert un petit restaurant à Montréal. Mais lorsqu'est arrivée la Première Guerre mondiale, il s'est enrégimenté et puis il est allé combattre en Europe. Et il revient après la guerre et cette fois-ci, il décide de venir s'installer à Québec. Et il a bien fait parce qu'à Montréal, il y avait beaucoup de concurrence. Alors, il s'installe à Québec. Il s'installe dans la Côte de la Fabrique en 1925 et il va connaître du succès. Et là, lui, il y avait son comptoir de pâtisserie à l'entrée. Et là, on montait à l'étage. Et là, une bonne table. Une table menu français adopté aux Québécois. Là.
Alors donc, menu français, menu... Et puis, le Kérilu. Lorsqu'on parle, on demande aux gens de Québec, est-ce que vous pouvez nommer un bon vieux restaurant d'autrefois? Beaucoup disent encore le Kérilu, dont la réputation va durer longtemps. Quand Édith Piaf, Édith Piaf à Québec, elle est au Kérilu. Puis il paraîtrait qu'on l'entendait rire dans tout le restaurant. On aurait dû enregistrer cela. Alors donc, et puis au Kérilu aussi se réunissait M. professeur Luc Lacourcière qui disait cela. Il dit au Kérilu, il y avait des tables au fond là, réservées aux anti-Duplessis. Donc, il complotait contre Duplessis, là, au fond du restaurant Kérilu. Alors, c'était une des bonnes tables de Québec. Et avec l'arrivée des restaurateurs grecs, l'arrivée des restaurateurs français, là, on va commencer à aller... Les gens de Québec vont commencer à aller au restaurant. Ça comme, auparavant, on allait au restaurant uniquement quand on se promenait, on voyageait. Mais là, ça va devenir comme une sortie. Aller au restaurant. Il va y avoir un happening, là. Un repas du dimanche soir au restaurant. Alors, ça va devenir une sortie. On commence donc à fréquenter nos restaurants. Parce que nos restaurants, oui, il y avait des touristes, mais nos restaurants n'auraient pas pu vivre uniquement des touristes. Alors, il faut que les restaurateurs visent la clientèle de Québec, en plus de viser les touristes. En 1949, M. Kérilu va mourir en 1957, mais ça faisait toujours quelques années qu'il ne s'occupait plus du restaurant. En 1949, le restaurant a été pris en main par les frères Plamondon, qui ont joué un rôle important dans la restauration au Québec, les frères Plamondon. Et quelques années après, ils ont fondé le manoir Saint-Castin, entre autres. Et puis les frères Plamondon sont parmi les fondateurs du carnaval en 1954. Parce que les frères Plamondon disaient, on a besoin de monde dans nos restaurants l'hiver. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fondé le carnaval, là, faire vivre les restaurants l'hiver. Et c'est M. Clovis Plamondon, un des propriétaires du Kérilu, qui a eu l'idée du bonhomme carnaval. Alors donc, qui l'a dessiné, là, qui a eu l'idée du bonhomme carnaval. Alors, et le Kérilu, dans les années 1970, fin des années 70, est devenu un restaurant Howard Johnson. Quelques années. Ça, c'est oublié, mais c'est pendant quelques années. Mais ça, c'était une grande bannière américaine, là. Très grande bannière américaine. Par après, c'est devenu un Pacini. C'était une bannière qui avait été fondée à Québec par M. Jacques Gauthier. Et puis, en 2001, l'édifice a été acquis par le magasin Salmons, qui s'est agrandi du côté du Kérilu. La côte de la montagne. Oui, les restaurateurs français arrivent. Oui, la gastronomie française va devenir une marque de commerce du Vieux-Québec. En 1951, le Vendôme. Le Vendôme dans la côte de la montagne, ouvert par M. Vernet, qui arrivait de France, et qui va avoir sa carte à la française. Du homard thermidor. Donc, il va avoir sa carte à la française. Et puis, il va installer sa fameuse enseigne là, avec le fiacre. Avec le fiacre, là. Elle est encore là présentement. Souhaitons qu'on ne la perdra pas. Parce que c'est du patrimoine, cela. Mais je crains le pire. Je crains le pire parce que c'est du patrimoine. Et elle est là depuis 1951, dans la côte de la montagne. Alors, et le restaurant a été très longtemps réputé. Et puis, il a connu des années difficiles. Les hivers sont difficiles dans le Vieux-Québec. Tous les commerçants vous le diront, les hivers sont difficiles dans le Québec. Alors, il faut passer à travers l'hiver. Alors, donc, c'est difficile pour les restaurants l'hiver. Et pendant longtemps, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, pendant longtemps, beaucoup de restaurants du Vieux-Québec fermaient l'hiver et réouvraient au printemps, y compris le Cochon d'Inde, qui a été fondé en 1976 sur le boulevard Champlain. Les premières années, ils fermaient l'hiver. Alors donc, faute de clientèle. Alors, mais maintenant, la plupart des restaurants sont ouverts. Sauf rue Saint-Louis, il y a quelques restaurants qui ferment l'hiver. Le Café Le Paix, oui, je suis dans le bon ordre, malgré tout. Donc, 1951, c'est le Vendôme. Oui, ça fait parisien, ça, le Vendôme. Et puis, 1952, c'est le Café de la Paix. Ça aussi, c'est très parisien, parce qu'on a tout simplement copié Paris.
parce qu'à Paris, il y avait un célèbre restaurant qui s'appelait le Café de la Paix. Alors, le Café de la Paix, et puis, aujourd'hui, c'est le restaurant Le Clan, mais sur l'heure du midi, ils ont le menu Café de la Paix. Sur l'heure du midi, ça veut dire la nostalgie du Café de la Paix. Café de la Paix, là, dans les années 1950, là, on arrive à la grande gastronomie de Québec. La réputation de Québec se répand pour sa grande gastronomie. Café de la Paix, et entre autres, ça va être le restaurant préféré de Wayne Gretzky. Quand Wayne Gretzky venait à Québec, là, il voulait aller au Café de la Paix. Là. Quand Charles Trenet venait à Québec, il voulait aller au Buade, au Café Buade. Charles Trenet. Alors, ils ont leur restaurant. Alors, Café de la Paix, rue des Jardins, qui doit son nom aux jardins, les jardins des Récollets d'autrefois. On va imiter les Français, mais pas toujours dans la même qualité. L'Auberge de Paris n'avait pas tout à fait la même qualité que le Café de la Paix. Mais on misait beaucoup sur le côté français. Et en 1957, on a ouvert l'Auberge de Paris, rue Sainte-Ursule, et qui avait pris la place d'une maison de pension. Parce que rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec, il y avait beaucoup de maisons de pension pour les touristes. Là. Et là, il y avait une maison de pension, la maison de pension des demoiselles Flanagan, qui a duré longtemps. Et entre autres, parmi les pensionnaires de cette maison, pendant un bon nombre d'années, il y a eu le curé Labelle. Parce que le curé Labelle, vous vous rappelez dans les belles histoires de la télévision, avait été nommé sous-ministre de l'Agriculture par le premier ministre Honoré Mercier. Enfin, quand il venait à Québec, c'est là qu'il logeait, dans la pension des demoiselles Flanagan. Il disait « Elles me font bien manger. » Oui, mais il est mort là. Il est mort en 1891 à la pension Flanagan. Peut-être certains d'entre vous ont reconnu l'édifice. Il faut dire qu'on a enlevé la peinture sur la pierre, sur la brique. C'est le Saint-Amour. C'est le Saint-Amour qui est là maintenant. Là. Parce qu'en 1979, le Saint-Amour s'est installé, mais on a enlevé la peinture parce que les pierres, la brique avait été peinturée. On a enlevé les auvents, on a enlevé. Et puis, c'est devenu le Saint-Amour. Avec le Saint-Amour, là, on entre dans une nouvelle époque de la restauration au Québec. L'époque d'une nouvelle cuisine qui veut se distinguer de la France. Là. Le côté français, on avait misé longtemps dessus, mais là, on veut miser sur les mets, faire des mets avec les aliments du terroir. Donc, on met sur une nouvelle cuisine. Alors, en 1979, c'est Jean-Luc Boulay qui a ouvert le Saint-Amour. Alors, on a un tournant. Et l'année suivante, en 1980, c'est M. Brouillère qui va ouvrir à la table de Serge Brouillère dans l'ancien studio Livernois. Et puis, lui, il va devenir le prince de la nouvelle cuisine en 1980. Là. Alors, c'est une cuisine nouvelle qu'on crée sur place, mais avec des aliments locaux, des aliments du marché du jour. Donc, à compter des années 1979, avec M. Boulay, avec M. Brouillère. M. Brouillère, son restaurant est de réputation internationale. Parce qu'il y a eu des critiques qui ont été faites dans des journaux là, de plusieurs pays. C'était un restaurant de très grande renommée. Et M. Brouillère, qu'on a malheureusement perdu trop tôt, qui est mort en 1997, on l'a malheureusement perdu trop tôt. Mais il a été marquant dans le domaine de la restauration à Québec. L'Aquarium, 1954. Là, il y a eu des Suisses, des Français, donc on a vu des Grecs, des Français, des Suisses. Tantôt, il y aura les Italiens. Ils vont arriver après. Donc, il y a eu des Suisses. Et puis, entre autres, M. Gaston Perrin, qui est venu ouvrir le chalet suisse, rue Sainte-Anne, vis-à-vis la cathédrale, les terrains de la cathédrale anglicane. Et puis, il y avait une partie de son restaurant qui s'appelait l'Aquarium, parce qu'on y vendait du poisson. Et puis, on voyait des poissons dans un aquarium. Et c'est ce qui a donné son nom au restaurant, l'Aquarium. Et c'était le restaurant préféré de René Lévesque. Et puis d'autres nationalistes québécois, là, et des libéraux aussi qui se réunissaient à l'Aquarium. Et parce que, où pouvait-on prendre de bons repas autrefois?
il y avait les clubs privés, puis il y avait quelques bons restaurants comme cela. Et puis, les clubs privés, on mangeait bien dans les clubs privés de Québec. Dans le Vieux-Québec, il y a eu le club Union, le club Stadacona, le club de la Garnison. Ces clubs-là, ces clubs privés, étaient d'abord et avant tout reconnus pour leur table. On y mangeait très bien. Oui, on pouvait aller jouer aux cartes, jouer au bridge, jouer au billard, mais ils étaient reconnus pour leur table. Et puis les partis politiques ont fondé leur club privé. Ils avaient leur club privé dans le Vieux-Québec. Il y avait le club Renaissance, qui était Grande Allée, qui est devenu le Maurice plus tard, là. Ils ont appelé ça le Maurice pour Maurice Duplessis. Le club Renaissance, qui était le club des Bleus, l'Union nationale. Et on avait aussi le club rue de l'Hôtel, le club de la Réforme. Donc, les bonnes tables ne manquaient pas. Mais souvent, les gens de la politique préféraient ne pas aller dans ces clubs politiques où ils préféraient aller manger tranquillement dans certains restaurants de Québec. Le petit coin breton, oui, le petit coin breton. En 1965, rue Saint-Jean, le petit coin breton. Donc, à la française, à la bretonne, à le petit coin breton, qui nous a ouvert un autre par après, place de la Cité, le petit coin breton, 1965, rue Saint-Jean. Et puis, alors, vous vous rappelez il le porte encore, là, le costume des serveuses, hein? Habillé à la bretonne, habillé donc, recréer des atmosphères. Un restaurant, c'est une question d'atmosphère, une question de l'happening, ce qui fait qu'on va y retourner ou pas. Alors, et puis, vous avez probablement été témoin, il y a certains restaurants qui ont déménagé, pour quelconque raison, et dans leur nouvel emplacement, on disait, c'est pas comme avant. Et c'est arrivé pour quelques restaurants. Alors, un restaurant, là, c'est une question d'atmosphère, beaucoup. Les restaurants cabarets. Les restaurants cabarets. 1938, Gérard Thibault a acheté rue Saint-Nicolas un petit restaurant, d'un côté, là, côté droit. Et puis, il a acheté le restaurant voisin, plus tard, donnant sur la rue Saint-Paul, ce qui lui a donné tout le coin. Et en 1938. Et en 1948, il a commencé à y donner des spectacles. Comme cela se faisait à Paris, dans certains restaurants, des spectacles en soirée. Mais ça fonctionne plus ou moins, jusqu'à temps qu'en 1949, M. Trenet, Charles Trenet, qui descendait d'un train à la gare du Palais, a vu Café chez Gérard. Il est rentré pour prendre un café. Il s'est rendu compte qu'on pouvait y donner des spectacles et il a dit à Gérard Thibault, « J'aimerais donner un spectacle ici. » Et M. Thibault a dit, « Bien, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens, monsieur, de vous payer. » Et il lui a dit, « La première soirée, c'est pour rien. » Alors, on a annoncé ça à la radio de Québec, qu'en soirée, Charles Trenet donnerait un spectacle au Café chez Gérard. Les gens de Québec disaient, « Ça se peut pas. J'ai-tu bien compris? » Café à Gérard, c'est une gargote, c'est un snack bar. Comment ça, Charles Trenet va donner un spectacle là? Eh bien, et ce fut le début de chez Gérard. Et puis, dans le livre, les compagnons de la chanson ont fait un beau livre où ils racontent leur histoire. Puis ils racontent qu'ils sont arrivés les 9 au Café à Gérard, puis ils rentrent là, puis ils disent à Gérard Thibault, où sont les loges? Il les a emmenés dans la cuisine. Et dans le livre, ils disent, on n'a jamais vu des loges aussi sympathiques. Et puis ils sont revenus, les compagnons. Et puis, on les annonçait, on disait, venez écouter les Français de France. Venez écouter les compagnons de la chanson. Le tout dernier à avoir donné un spectacle au Café à Gérard, c'est Daniel Lavoie, 1977. C'était le tout dernier. Donc, il y en a eu Il existe un beau livre sur le Café à Gérard, où, à la fin du livre, vous avez tous les spectacles, on a toute la liste au complet. Et on voit qu'il y avait du monde constamment. Et tous les plus grands ont passé par là. Hein. Ça va de Georges Brassens à Jacques Brel, à tout. Ils ont tous passé par le Café à Gérard. Et si ce n'était pas au café, eh bien, c'était en Haute-Ville. C'était à la Porte-Saint-Jean, qui appartenait aussi à Gérard Thibault, qui l'a en 1951. Et puis,
c'est d'abord avant tout, c'est un restaurant. On le voit, il est marqué restaurant. Mais en soirée, ça devenait un cabaret. Et puis, il s'est inspiré de Paris, parce qu'à Paris, il y avait le théâtre de la Porte Saint-Denis, le théâtre de restaurant de telle porte. Alors, il s'en est inspiré pour appeler son restaurant. Gérard Thibault s'en est inspiré pour l'appeler à la Porte Saint-Jean. Même si c'était une certaine distance de la porte. Là. Et puis, il y en a eu des grands noms, il y en a eu des... Et puis là, on voit que ce soir-là, on voit que c'était les Gérolas qui étaient en spectacle à la Porte Saint-Jean. Et puis, quand vous passerez devant l'édifice, vous regarderez, il y a une belle grande plaque historique et il y a plusieurs des noms qui sont marqués, plusieurs des noms des vedettes qui ont passé par là. Et, comme Édith Piaf, entre autres. Édith Piaf est venue par 3 fois. Édith Piaf aimait beaucoup la ville de Québec. Édith Piaf avait dit devant des journalistes, « J'aime tellement Québec qu'on ne me paierait pas, puis je viendrais quand même. » Et une journaliste lui avait dit, « Dites pas ça devant Gérard Thibault. Hein. » Alors donc, à la Porte Saint-Jean. Mais il y avait aussi une bonne table, parce que souvent, on prenait le repas, et après, il y avait le spectacle à la Porte Saint-Jean. Et puis, Gérard Thibault, c'est lui qui a ouvert la première boîte à chansons, dans l'édifice voisin, là, où a débuté Gilles Vigneault, en 1960. Et là, il y avait toute la vague des boîtes à chansons dans le Vieux-Québec. On pouvait les prendre un repas. Et comme certains d'entre vous vont peut-être se rappeler, fondé en 1974, le Gros Loir, ainsi de suite. Donc, toute une série, le Chantautel et d'autres. Donc, on va pouvoir prendre un repas puis voir des spectacles des chansonniers de l'époque. Le Baril d'huîtres. Rue Saint-Joseph, donc le cabaret, le Baril d'huîtres. Restaurant, le Baril d'huîtres. Et puis, si je vois bien, eux, ils ont marqué Baril. Sur le restaurant, il est marqué Baril d'huîtres, pas de S. Ce qui m'a beaucoup étonné. Alors, je me suis permis, moi, de leur placer un S. Parce que me semble, je dis, ça ne se peut pas le Baril d'huîtres pour une huître. Alors, donc, mais le Baril d'huîtres, ça a été fondé par Raymond Comeau. 1946, Raymond Comeau. Et c'était très populaire pendant très longtemps. Les huîtres. Pendant longtemps, on allait au restaurant pour les huîtres. Alors, beaucoup de restaurants de Québec, à l'automne, puis au printemps, on allait manger des huîtres. Alors, et puis, qui nous venaient souvent du Nouveau-Brunswick. Dans les journaux, on disait des huîtres de Malpec, qui étaient très réputées. Alors, et puis, le Baril d'huîtres, c'est un endroit où on pouvait manger des huîtres, mais où il y avait aussi des spectacles en soirée. Gérard Thibault, misant sur les vedettes francophones, eh bien, au Baril d'huîtres, on misait sur les vedettes américaines. Alors, c'est au Baril d'huîtres que venaient les Platters, que venaient Fats Domino et d'autres. C'est au Baril d'huîtres qu'on pouvait les voir. Et au Baril d'huîtres, c'est là qu'on a ouvert le premier poulet frit Kentucky. En 1975, le premier poulet frit Kentucky est dans le Baril d'huîtres. Mais ça demeurait le Baril d'huîtres. Baril d'huîtres, poulet frit Kentucky. Et je peux en témoigner, j'étais un des premiers clients. Alors ils ont fait ça dans plusieurs villes, poulet frit Kentucky. Plusieurs villes au Canada, ils ont débuté dans des restaurants avant d'ouvrir leur propre établissement. Le Marino, hein? Chez Marino. Alors, les Italiens arrivent. Les Italiens arrivent dans le domaine de la restauration à Québec. On les voit surtout arriver à l'époque de la Deuxième Guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Arrivent les restaurateurs italiens, dont un très célèbre qui est Marino Braccioli, et qui était rue Dauphine, à l'arrière du Palais Montcalm. Très réputé, Marino. Et on disait chez Marino. Et puis, alors lui, c'est des mets à l'italien, c'est beaucoup le veau. Beaucoup de repas avec du veau, un repas avec des pâtes, très réputé, très bonne table. Alors là, on pouvait aller à des restaurants français, mais on pouvait commencer à aller à des restaurants italiens. Et puis, on s'y rendait, entre autres, une partie de sa clientèle, c'était après les concerts au Palais Montcalm. Entre autres, Richard Véraud, le grand ténor, il raconte ça dans ses mémoires. Il dit, après tous nos concerts, là, on se retrouvait chez Marino après. Donc, la coutume va se prendre graduellement à Québec d'aller au restaurant après les spectacles.
après les spectacles. Et Marino est mort très vieux. Il est mort en 2006 à 99 ans. Mais il avait vu démolir son restaurant parce qu'on a démoli son restaurant à faire l'autoroute du Frein-Montmorency. Quand ils ont fait l'autoroute du Frein-Montmorency, ils ont démoli le restaurant. Mais il y a des membres de la famille Braccioli, donc Giovanni Braccioli, qui, en 1971, vont aller ouvrir un autre restaurant que certains d'entre vous se rappellent peut-être, le Veau d'Or, qui était rue Saint-Jean, dans le Faubourg. Et puis, on transportait une partie du menu au Veau d'Or, donc, qui était dans le Faubourg. Donc, mais chez Marino, c'est un nom mythique à Québec et qui devrait avoir sa place dans un livre sur les restaurants. Parce que là, je voulais vous dire de quoi. Il n'y a aucun livre sur les restaurants de Québec. C'est pas croyable. Il n'existe aucun livre sur l'histoire des restaurants de Québec. C'est un grand manque que nous avons à l'heure actuelle. Je suis certain que beaucoup, en arrivant ici, se sont dit « Ah, c'est pas compliqué, là, cette conférence. Là. Il a lu un livre sur les restaurants, puis il va nous le répéter. » Il n'y en a pas de livre sur les restaurants de Québec. Ça n'a jamais été fait. Et puis, il y a encore quelques temps, on disait « C'est malheureux, on n'a aucun livre sur l'histoire de l'automobile à Québec. » Les concessionnaires automobiles. On n'avait aucun livre. Là, on vient de l'avoir. Il est tout neuf, là, il vient d'arriver. Mais sur les restaurants, on a un manque. Là. Mais on a fait de notre mieux. Moi j'ai publié un article sur l'histoire des restaurants en 1996. Mais depuis ce temps-là, il y a des textes qui sont parus un peu ici et là. M. Marc Lafrance a fait des articles sur l'alimentation, puis dans les restaurants au 19e. Mais il nous reste énormément à couvrir sur l'histoire des restaurants de Québec. On a eu aussi, depuis un bon nombre d'années, surtout à compter des années 1990, des bonnes critiques sur les restaurants dans les journaux. Et c'est fort utile pour faire l'histoire. Et puis, il me vient à l'esprit deux noms, là. Mme Stéphanie Boisaude, qui pendant des années de temps dans le Soleil, nous a fait de beaux textes sur les restaurants de Québec. Il me vient à l'esprit aussi Mme Catherine Ferland, qui pendant des années de temps nous a fait des beaux textes dans le quotidien Le Devoir, sur les restaurants de Québec. Il me vient à l'esprit aussi M. Pierre Champagne, qui était longtemps au Soleil, qui était chroniqueur. Puis lui, il y avait toujours des petites chroniques sur les restaurants de Québec. Là. Alors, l'information, elle est dissimulée ici et là, l'information sur les restaurants de Québec. Un autre restaurant italien, le Continental, 1956. Le Continental est ouvert par des immigrants italiens, dont entre autres les frères Scarba, qui ont ouvert le Continental, rue Saint-Louis, qui existe encore, qui est un de nos plus vieux restaurants de Québec, avec le Café Buade, le Continental 1956. Et eux, entre autres, ils ont fait écarquiller les yeux là, dans leur restaurant avec leur flambée au guéridon. Hein, faire flamber à la table. Alors donc, au début, on avait quasiment peur. Au début, on n'était pas habitué à cela. Alors donc, et puis, un restaurant continental qui ont une très bonne réputation. Oui, c'est beaucoup de l'italien, mais il y a aussi du français, mais c'est de l'italien de haut niveau, là. C'est de haut niveau, de grande classe. Et puis, et ils ont ouvert un restaurant un petit peu plus, je dirais, modique, qu'on appelle le Conti Café, qui est de l'autre côté, qu'ils ont ouvert en 2004. Donc, on a le Continental maintenant, puis à côté, on a le Conti Café, qui se veut un côté bistrot. Le Conti Café a un peu un côté bistrot. Alors, le restaurant Continental, c'est pas n'importe quelle maison, hein, c'est dans la maison Taschereau qu'on appelle, et c'est dans cette maison qu'est né le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, dans cette vieille maison de la rue Saint-Louis, face à ce qu'on appelait autrefois le consulat de France. Le restaurant d'Europe. Vous allez me dire, il me semble que c'était le Café d'Europe. Au début, c'était le restaurant d'Europe. Après, c'est devenu le Café d'Europe. Vous voyez bien qu'il est marqué restaurant d'Europe là, en façade. Là. Et après, c'est devenu le Café d'Europe. C'est monsieur, un autre Italien, Renato La Rosa. Renato La Rosa, en 1962, lui était cuisinier à bord d'un paquebot qui venait à Québec. L'Amérique. Cuisinier à bord d'un paquebot. Il débarque à Québec. Il n'est jamais rembarqué. Et il a décidé d'ouvrir son restaurant, le restaurant d'Europe. Et lui, il l'a mis en valeur. On ne l'avait pas encore vraiment fait dans les restaurants de Québec.
il a mis en valeur ce qu'on appelle les abats, les riz de veau, les cervelles, ainsi de suite. On n'était pas vraiment habitué à cela. Il a mis cela en valeur. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être été clients de M. Larosa. On entrait dans son restaurant et il nous attendait à l'entrée, là, avec sa carte. Là. Et là, il allait nous installer. Donc, le restaurant, le Café d'Europe. Et puis, dans une petite rue là, pittoresque en pente. Là. C'est vrai qu'on se croyait en Europe quand on allait au Café d'Europe. Et puis, c'était le restaurant préféré de Robert Bourassa. Là, je suis en train de révéler des secrets ce soir. Là. Alors, lui, Robert Bourassa, c'était au Café d'Europe qu'il aimait bien aller. Alors, et puis, mais il est arrivé un drame dans la vie de M. Larosa. Il n'a pas trouvé de relève. En 2005, il voulait absolument vendre. Et il aurait aimé tellement qu'elle la relève. Et il n'en a pas trouvé. C'est un domaine qui est difficile, le domaine de la restauration. La relève n'est pas facile. Oui, il y a eu des restaurants qui ont pris la relève, mais ils sont totalement différents. Le Café d'Europe est disparu avec M. Larosa. Mais lui, il aurait aimé que son restaurant poursuive son histoire. Mais ça ne s'est pas produit. Chez Guido Malnig, lui, il a travaillé pour M. Larosa au Café d'Europe. C'est un Italien, Guido Malnig. Et en 1963, il est allé ouvrir son propre restaurant, rue Sainte-Anne, qui va être très réputé pendant très longtemps chez Guido. Là. C'est là qu'on se rend compte qu'on a eu de grands restaurants au Québec. Il y a eu une grande période de haute gastronomie. Et chez Guido, là, très bonne réputation, très longtemps. C'est de valeur qu'à l'époque, nous n'étions pas cotés dans un guide Michelin. Vous savez que ça va être le cas à partir de 2025. 2025, là, on va pouvoir avoir des étoiles Michelin. Mais à l'époque, on n'en avait pas. Mais un restaurant comme chez Guido aurait eu des étoiles. Possiblement même les 3 étoiles, les 3 fameuses étoiles. Alors, chez Guido, et lui, il a fermé en 2005, et c'est le restaurant de M. Beppino Belzio, qui était rue Saint-Jean, le restaurant La Crémaillère, qui a déménagé la rue Saint-Jean pour aller s'installer chez Guido en 2005. Alors, le restaurant de La Crémaillère datait de 1970. C'est une des bonnes vieilles tables de Québec. Là. Mais quand je parle des restaurants, je suis toujours très prudent quand je parle de l'histoire des restaurants parce que des fois, je peux dire de quoi, puis vous pouvez me dire « Ah, il a fermé hier ». C'est ça le monde des restaurants au Québec. Là. C'est ça le monde des restaurants au Québec. Là. C'est difficile d'être constamment à date. Là. Il y a des ouvertures, il y a des fermetures. Le café latin. Là, il y en a qui voulaient se donner des airs un peu intello, je ne sais pas. Et un touriste qui arrivait à Québec, qui disait « Ah, il faut que je trouve un bon restaurant », et qui regardait dans l'annuaire, la liste des restaurants, il y avait « Café latin ». Oh là, je devrais avoir une bonne table. Café latin. Ça doit être comme à Rome. Et que là, il arrivait au Café latin. Hot dog, hamburger. Donc, il faut se méfier parfois des noms des restaurants. Excusez-moi. Sur la rue Couillard, plus tard, il y aura 2005, il y aura le Portofino et d'autres. Et puis, donc, il y aura de bons restaurants. Sur la rue Couillard, il y aura des petits bars intello, mais on pouvait avoir un repas un peu, là. Comme fondé en 1974, c'est temporel. Nostradamus, donc fondé en 1974. Les restaurants de pizza. Selon des informations que l'on a, le premier restaurant de pizza au Québec fut Giovanni Pizza. C'est la photographie qu'on a trouvée. Vous noterez que j'ai fait un effort, toutes mes photographies proviennent des archives de la ville. Toutes les photographies. Alors, puis, ils en ont, les photographies de restaurants. Et puis, vous avez toujours la cote de la photographie. Donc, on voit du côté gauche Giovanni Pizza, qui, en 1960, a arrêté la première pizzeria de Québec. Et puis, mais
je vais finir avec les pizzerias, mais la pizza un peu plus de qualité un petit peu, ça sera développé par le restaurant Diouville, 1963. Et le restaurant Diouville a d'abord été dans le Capitole, d'où son nom de Diouville, carré du place Diouville. Et après, le restaurant Diouville s'est déplacé rue Saint-Jean, où ça va être une pizzeria réputée pendant très longtemps. Et puis arrivera en 1989 la pizza à croûte mince avec la piazzetta en 1989. Donc, il y a eu une évolution au niveau des pizzerias. Les restaurants chinois. Il y a deux grandes vagues d'arrivée de Chinois à Québec. Vers 1900, il y a une première vague de Chinois qui arrive à Québec. Ils sont dans la construction des chemins de fer. Ils sont une première vague. Et à Québec, ils viennent ouvrir des buanderies. Et on voit apparaître un premier restaurant chinois en 1904 à Québec, le Hong Kong. Puis il va y avoir le Pékin plus tard. Donc, mais c'est les premiers. Mais ils y vendaient, à cette époque-là, les vrais mets chinois. Il y aura une deuxième vague. Et puis, il n'était pas beaucoup fréquenté pour les Canadiens français, là. Oui, on allait à la buanderie, mais on n'était pas prêt à aller dans leur restaurant. Il y aura une deuxième vague après la Deuxième Guerre mondiale qui vont fuir Mao. Et eux, ils vont venir ouvrir, on va les voir arriver à Québec, puis ils vont ouvrir les restaurants, dont la famille Ho. Et puis, alors ils vont, le Ho House, qui était boulevard Charest, dans le quartier chinois. Ça, c'était à l'extrémité du quartier chinois, parce qu'il va se développer à Québec dans les années 1920, 30, 40, un quartier chinois, rue Saint-Vallier, en allant vers le boulevard Charest. Et eux, cette deuxième vague de restaurants chinois, eux, ils nous vendent des mets chinois à l'américaine. À l'américaine, nous venant des États-Unis. Donc, et qui sont très sucrés, ça nous vient des États-Unis. Les spirites, ça nous vient des États-Unis. Et puis, c'est standard d'un restaurant à l'autre. Et puis, alors donc, la famille Ho, puis la famille Wang. Et puis, plus tard, ils vont aller s'ouvrir en banlieue avec des grands stationnements. Et puis, en 1963, Sam Wang, sur le chemin Sainte-Foy. Puis, ils vont en ouvrir à Beauport, à Charlebourg. Donc, il va y avoir une grande vague des restaurants chinois. Plus tard, dans les années 1990, on verra arriver les restaurants vietnamiens, dans le quartier Saint-Sauveur. Des restaurants cambodgiens. L'Apsara, là. Donc, les restaurants cambodgiens. Donc, et qui arrivent avec leurs mets, leurs mets de leur pays, mais nos goûts à nous vont s'être développés. On va être beaucoup plus prêts à accepter des mets exotiques qu'on l'était auparavant. La Grande Allée. Premier restaurant Grande Allée, 1945. Le Georges Grill. Des grillades, du steak. Premier restaurant. Et qui appartenait à un monsieur Plamondon. Premier restaurant. Mais ça va prendre du temps avant que la restauration se développe Grande Allée. Et ça va aller dans les années 1970. En 1972, ouverture du Bonaparte. 1979, ouverture du Saint-Honoré. 1983, ouverture du Paris-Brest. Mais ça a pris du temps à se développer. Mais tout d'un coup, la Grande Allée est devenue une rue de gastronomie. Le Louis Hébert, une rue de gastronomie à Québec. Et cela a duré dans les années 80, 90, 2000. Et là, la Grande Allée, vous vous en êtes rendu compte, elle est en mutation. Grande Allée, maintenant, c'est plutôt des brasseries. C'est plutôt des bars. Elle est en mutation. Alors, je prendrai maintenant le temps de commenter un certain nombre de diapositives qui vont nous rappeler beaucoup de souvenirs de restaurants de Québec et de l'évolution des restaurants à Québec. Le restaurant Québec Barbecue. En 1951, à Montréal, la famille Léger a ouvert le Saint-Hubert Barbecue. Alors, le concept du poulet barbecue s'est répandu un petit peu partout au Québec. Et puis, alors à Québec, on a eu le restaurant Québec Barbecue. Avec l'arrivée du poulet barbecue, c'est l'arrivée du poulet dans les restaurants. Auparavant, souvent, on allait au restaurant, beaucoup pour manger du bœuf ou de l'agneau, ainsi de suite, mais peu de poulet. Parce qu'il faut dire que le poulet, à l'époque, il était bouilli. L'arrivée du poulet rôti
va donner, va amener une grande popularité du poulet dans les restaurants. Et puis, quelques années après, va arriver le poulet frit à Québec, arrive en 1960. Les premiers restaurants de poulet, ce qu'on appelait poulet frit Kentucky à l'époque, et qu'on appelle maintenant PFK. Donc, l'arrivée du poulet dans les restaurants, et puis à un prix abordable. Le Céleri Jonction. Le restaurant Céleri Jonction, il y a encore beaucoup de gens de Québec qui s'en rappellent. C'est un lieu de rendez-vous. Le restaurant devait son nom au fait que, à cet endroit, au coin de l'avenue des Érables et du boulevard Saint-Cyril autrefois, devenu boulevard René-Lévesque, il y avait un arrêt de tramway important. C'est de là qu'on débarquait du tramway de Québec pour embarquer dans le tramway de Sillery. Alors, c'est pour cela qu'on appelait ça la Sillery Jonction. Et puis, il y a un petit casse-croûte qui s'est installé là dans les années 1930 et qui graduellement est devenu, s'est transformé en un restaurant, un grand restaurant qui fut longtemps populaire, le restaurant Sillery Jonction. Et qui était réputé, entre autres, pour cette belle enseigne au néon que plusieurs restaurants avaient à l'époque et qu'on a vu disparaître avec les années. Le restaurant Cap-Diamant. Lorsqu'on se promenait autrefois rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, sur l'édifice de l'hôtel Victoria, qui dominait la rue Saint-Jean, on voyait écrit en grosses lettres, on voyait inscrit « Restaurant Cap-Diamant ». Ben, c'était le restaurant de l'hôtel Victoria. Et on y avait accès par la côte du Palais, qu'on avait accès à ce restaurant Cap-Diamant. Alors, les hôtels de Québec avaient des restaurants qui étaient réputés. Pas très loin de l'hôtel Victoria, il y avait au Carré Diouville l'hôtel Montcalm, et qui était réputé pour son restaurant, le Marquis de Montcalm. Et puis, le restaurant Marquis de Montcalm a même eu une succursale à Place Laurier. Donc, les restaurants d'hôtel étaient aussi, ou salles à manger d'hôtel étaient aussi réputés. Près du fleuve, le restaurant Riviera, fondé en 1954 par M. J.A. Roy, était très longtemps populaire pour plusieurs raisons. Entre autres, c'est un des restaurants qu'on dit qui a fait connaître le spaghetti à Québec. Et puis, il était réputé par le fait que, ayant les pieds sur les quais, ce restaurant était donc en territoire fédéral et n'avait pas à respecter les règlements municipaux. Alors, le restaurant pouvait être ouvert 24 heures sur 24, pouvait vendre de la boisson la nuit, ainsi de suite. Alors, c'est ce que fait un peu la réputation du Riviera. Et une réputation parfois un peu douteuse. Entre autres, en 1958, ils ont eu des amendes pour de la viande avariée. Donc, le restaurant Riviera. Et pas très loin, sur la rue Dalhousie, ici, il y avait le fameux restaurant Le Buffet. Beaucoup de gens, les gens qui m'en parlent, qui en ont gardé souvenir, sont des gens de Lévis. Parce que les gens de Lévis qui prenaient la traverse pour venir à Québec, alors souvent, lorsqu'ils avaient à retourner du côté de Lévis, souvent ils faisaient un arrêt auparavant. Parfois c'était en attendant le traversier, ainsi de suite. Alors ils arrêtaient de prendre un petit repas au buffet, c'était un comptoir lunch, qui était donc dans l'édifice était jointe à l'édifice pour la traverse de Lévis. Nos restaurants, souvent lorsqu'on va au restaurant, c'est pour avoir une nourriture qui est différente de la nourriture qu'on a à la maison. Alors, vendre des repas traditionnels canadiens, français, c'est pas de quoi qui pouvait être très populaire à Québec. Des ragoûts de boulettes et des tourtières, on pouvait en avoir à la maison. Par contre, pour les touristes, cela pouvait devenir intéressant. Et il y a un restaurant qui s'est spécialisé dans ce domaine-là, c'est le restaurant Aux Anciens Canadiens, qui a ouvert en 1966 sur la rue Saint-Louis. Et dans la maison
où avait habité pendant un bon nombre d'années Philippe Aubert de Gaspé, l'auteur du fameux roman Les Anciens Canadiens, et d'où le nom du restaurant Les Anciens Canadiens. Et le restaurant est intéressant aussi parce que il est dans la, il occupe la plus vieille maison encore existante dans le vieux Québec. On l'a fait remonter, cette maison, en 1675, 1676. Donc, à l'époque du gouverneur Frontenac, très très vieille, très belle vieille maison. Et à l'intérieur, on a l'atmosphère Nouvelle-France qui correspond au menu traditionnel qu'on y offre. Le fast-food. On a souvent l'impression que le fast-food, il est arrivé à Québec dans les années 1960, 70, 80, avec les McDonald's, les Harvey's, les A&W, ainsi de suite. Eh bien non, le fast-food, on le connaissait à Québec depuis très longtemps parce que, par le biais, entre autres, de l'exposition provinciale. À l'exposition provinciale, eh bien, on y vendait ce qu'on vendait dans les expositions aux États-Unis. Et ce qui fait que, à l'exposition provinciale de Québec, dans les années 1905, 1910, on peut y manger des hamburgers, des hot dogs, donc du fast-food. Le fast-food est déjà disponible. Et puis, il y a un certain nombre de restaurants de l'expo qui étaient permanents, là. Autrement dit, leur édifice, là, on l'a conservé d'année en année. On l'a fermé en dehors de l'exposition. Mais l'édifice était toujours là. Et c'était le cas, entre autres, du snack bar Racine, qui était très populaire et qui fut très populaire longtemps sur les terrains de l'exposition provinciale. Et le fast-food s'est répandu dans plein de petits restaurants de Québec dans les années 1930, 1940, 1950. Petits restaurants qu'on appelait souvent des casse-croûtes ou des snack bars. Et puis, et qui souvent portaient, et cette coutume nous venait de Paris, d'appeler des restaurants chez Edgar, chez Rita, chez Louise, ainsi de suite. Mais à Paris, si on allait au restaurant chez Victor, à Paris, c'était pas du fast-food, là. Mais le fait d'appeler un restaurant du nom du propriétaire, du prénom. Alors, cela a connu beaucoup de popularité à Québec. Et lorsqu'on regarde les annuaires de téléphone de Québec des années 1940, là, on voit au moins une quarantaine de casse-croûtes de snack bars qui portent des noms des prénoms, hein, chez Armand, chez Thérèse, ainsi de suite. Et le le plus connu, ce fut chez Gérard, le café chez Gérard, et qui est devenu très connu en présentant des spectacles en soirée, et tout cela a débuté, entre autres, avec Charles Trenet, à compter de la fin des années 1940. Ici, on aperçoit ici le casse-croûte chez Linda. Donc, et souvent, ces casse-croûtes, ils attirent l'attention par leurs panneaux réclames, que ce soit des annonces de Pepsi, de Coca-Cola, ainsi de suite. Et ces panneaux réclames étaient fournis par les distributeurs d'eau gazeuse. Alors souvent, donc, on placardait les vitrines de plein de panneaux réclames. Donc, et cela attirait l'attention. Si on voyait une grande annonce de Pepsi ou Coca-Cola, ben, on savait que c'était un restaurant, que c'était un casse-croûte. Beaucoup de restaurants, beaucoup de snack bars, beaucoup de casse-croûtes occupaient des coins de rue, comme d'ailleurs des épiceries. Donc, ce qui fait que ça leur donnait une façade sur deux rues. Et ce fut entre autres le cas du restaurant, le snack bar, le coin de la patate, qui avait rue Saint-Joseph. Le premier coin de la patate, parce qu'après, il y en a eu un deuxième coin de la patate. Mais le tout premier, là, il faisait un coin de rue à compter des années 1900, au début des années 1960. Un coin de rue sur la rue Saint-Joseph, donc le coin de la patate. Alors, bien entendu, réputé pour ses patates frites, mais ses hamburgers, ses hot dogs. Alors, on voit la présence du fast-food à Québec depuis les années 1910-1920. En 1976, a été fondé sur l'avenue Cartier le casse-croûte Tintin. Alors, on pouvait y manger des hamburgers Tintin, des hamburgers Capitaine Haddock, ainsi de suite. Alors, et puis, d'ailleurs, à l'époque aussi, il y avait les céréales Tintin. Tintin était
immense personnage de bande dessinée. Alors, on l'utilisait. Donc, en 1976, on a ouvert un casse-croûte Tintin sur l'avenue Cartier, et qui était une rue, une avenue prestigieuse, là. Et puis, il y a eu aussi un casse-croûte Tintin sur la route de l'église. Mais les casse-croûtes Tintin n'ont duré que quelques années parce qu'on a appris par après que les propriétaires n'avaient jamais demandé l'autorisation. Alors, ils utilisaient les noms de personnages sans avoir demandé l'autorisation. Alors, ils se sont fait prendre et là, ils ont dû fermer. Il s'est produit le même phénomène à Québec aussi avec certains de, ça rappelle peut-être des restaurants Popeye. Alors, où on pouvait avoir un burger Popeye, un burger Glouton, un burger Brutus, un burger Olive. Et puis, on disait que dans le hamburger Popeye, on disait qu'il y avait de la sauce aux épinards. Mais eux aussi n'avaient pas demandé d'autorisation. Eux aussi, ils ont dû fermer après quelques années. Au regret de plusieurs consommateurs qui aimaient bien leur hamburger. Le restaurant McDonald's. On peut avoir l'impression que McDonald's est depuis longtemps à Québec, mais le restaurant McDonald's à Québec, le tout premier n'a ouvert qu'en 1977. Monsieur Yves Simard, qui a ouvert sur le boulevard Hamel, le tout premier McDonald's à Québec. Alors, donc on voit que l'arrivée tardive d'un McDonald's, mais un McDonald's qui arrive dans un milieu où on connaissait déjà le fast-food depuis un bon nombre d'années. Et puis, par après, il y aura un deuxième McDonald's sur le boulevard Laurier, ainsi de suite. Et McDonald's deviendra un fast-food très populaire à Québec. Vers la même époque aussi, sont arrivés à Québec le AW, le Harvey's, ainsi de suite, le Burger King, ainsi de suite. Donc, les grandes bannières américaines sont venues concurrencer et peu à peu ils ont fait former nos casse-croûtes locaux. Alors, nos casse-croûtes chez Linda, chez Louise, ainsi de suite, peu à peu, ont fermé leurs portes. Le restaurant Marie-Antoinette. Le restaurant Marie-Antoinette, c'est une belle histoire parce que c'est un restaurant qui va être fondé à Québec et qui aura des franchises et des succursales dans une bonne partie de la province. Alors, Marie-Antoinette a été fondée en 1956 sur le boulevard Laurier par M. Yves Letellier. Et ce qui est intéressant, c'est que la même année 1956, M. Paul Saint-Germain a fondé le restaurant Saint-Germain à Sillery. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les deux au début, autant le Marie-Antoinette que le Saint-Germain, tous les deux au début sont des casse-croûtes et qui se sont transformés dans les années qui ont suivi en restaurants familiaux. Et tous les deux se sont multipliés, ils ont ouvert d'autres restaurants. Alors donc, c'est un phénomène qui est intéressant. Et oui, il arrivera des bannières de l'extérieur, mais à Québec, on produira aussi, ce qu'on peut dire, nos bannières. Et puis, après le Marie-Antoinette, plus tard viendra, entre autres, le restaurant Normandin, que Normand Brie a fondé en 1969, et les Normandins se sont répandus le long de l'autoroute 20, puis dans une partie du Québec. La même année, 1969, chez Ashton Leblond a fondé son casse-croûte sur le boulevard Hamel à l'Ancienne-Lorette. Et puis, chez Ashton, lui aussi, au début, c'est une roulotte à patates frites. Puis peu à peu, il s'est transformé en casse-croûte restaurant, où on peut aller prendre des repas à l'intérieur. Et le restaurant chez Ashton s'est aussi répandu dans une partie du Québec. Et la poutine, ce qui va beaucoup attirer les gens dans les casse-croûtes, c'est la poutine. Et la poutine, elle arrive à Québec c'est le restaurant chez Ashton qui est le premier à vendre des poutines. Mais la poutine, on n'entrera pas dans le fameux débat où a été inventée la poutine. Ce n'est pas à Québec. Mais la ville de Québec a ses amateurs de poutine. Ce qui est intéressant avec le restaurant chez Ashton, c'est sa fameuse promotion d'hiver. Donc l'hiver, plus il fait froid, plus on a une réduction sur la poutine. Alors ça, c'est lié à notre ville de Québec, à notre froide ville de Québec, notre ville du carnaval. Des grands restaurants, des grands chefs, Québec en a eu
les grandes salles à manger, Québec en a eu sur plusieurs générations, comme nous avons vu. Et depuis le 19e siècle. Et puis, Québec, peu à peu, est devenu une capitale de la gastronomie. On voit ici des chefs cuisiniers de Québec devant la maison Chevalier. Alors, Québec est devenu une capitale de la gastronomie. Mais, lorsqu'on étudie les restaurants à Québec, lorsqu'on va voir dans les vieux journaux, qu'on va voir dans les vieux annuaires, ainsi de suite, on voit que des restaurants, il y en a eu à Québec énormément. C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne constamment, constamment, constamment. Des restaurants aujourd'hui, en 2025, des restaurants des années 1960, 1970, 80, très peu ont survécu. C'est une roue qui tourne constamment, constamment. Et puis, avec cette roue qui tourne, on a l'impression aussi qu'on voit tourner notre vie, parce que souvent, là, on apprend, oh, tel restaurant vient de fermer, tel restaurant vient de fermer, et là, on se dit, ah, c'est dans tel restaurant que je prenais des repas avec telle ou telle personne, puis, alors, et beaucoup de restaurants sont liés, on a des souvenirs qui sont liés à beaucoup de restaurants, ne serait-ce que le goût, que le goût d'un bon repas, que le goût d'un bon chicken, ainsi de suite. On a des souvenirs qui sont liés à des restaurants. Il y a tous les fois qu'un restaurant ferme. C'est une page d'histoire de Québec qui se tourne, mais c'est aussi une page d'histoire dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Alors, les restaurants, ce sont des lieux, ce sont des milieux de vie, ce sont des milieux de rencontres, ce sont des milieux de souvenirs. Et puis, alors, oui, c'est une grande histoire, l'histoire des restaurants. Et puis, on aurait tant encore à raconter. Merci.